Haïlé Sélassié, etc. Il parle de la région des Grands Lacs, parce qu'il situe lui-même cette région. Il dit que l'Éthiopie, c'est le Midi, c'est-à-dire la région qui est traversée par la ligne équatoriale, où nous avons donc des pays, le Gabon, le Congo, la Tanzanie, le Kenya, etc. Et c'est le pays d'origine des anciens Égyptiens. Donc il faut toujours faire cette nuance. Quand vous lisez Éthiopie dans un texte grec, on ne parle pas du pays des Négus. Hein? On ne parle pas de cela, bien que ce soit naturellement des Éthiopiens, mais c'est dans les temps récents qu'ils ont pris ce nom, notamment oui, dans les époques récentes, donc pour pouvoir désigner leur pays. Mais les Grecs, lorsqu'ils parlent de l'Éthiopie, ils parlent de la région des Grands Lacs, donc du Midi. Okay? C'est aussi le lieu, vous le savez, où l'humanité a pris naissance, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait de ce point de vue une relation évidente. Ici, il insiste donc sur les traditions, sur la culture, hein, je passerai rapidement. Et il parle des signes de l'écriture, qui pour moi est quelque chose de fondamental parce que c'est un peu le corpus qui m'occupe déjà depuis quelques années, car je me suis spécialisé, disons, dans les hiéroglyphes égyptiens. Et sans aller dans le détail, nous allons quand même avoir une notion vague, même si ça peut être précisé par la suite, de ce que c'est, hein, parce qu'on va quand même traiter des hiéroglyphes, car on ne peut pas parler de l'Égypte antique sans réellement pouvoir aborder ce sujet-là. Voilà. Lorsqu'on parle de l'Égypte antique, en tout cas de la vallée du Nil, on a généralement l'habitude de limiter notre... Ouais, attends pas. Alors, lorsqu'on parle de l'Égypte antique, disais-je, on a l'habitude de limiter notre questionnement à ce bout de terre qui touche à la Méditerranée. Mais vous devez savoir que la vallée du Nil prend naissance au Burundi, d'accord? Et le Nil, c'est le fleuve le plus long au monde. Parce que souvent, les Africains n'ont pas ceci en perspective, que c'est dans leur continent qu'on trouve le fleuve le plus grand au monde. Donc cela va naturellement avec la civilisation, parce que vous devez savoir que la civilisation est attachée au fleuve, puisque nous faisons des civilisations au bord des fleuves, pour le bénéfice naturellement de l'agriculture notamment, puisque c'est l'agriculture qui permet la sédentarisation, c'est-à-dire la naissance des villes. Donc ceci a un lien avec cette civilisation. Le fait que le Nil soit aussi fort et aussi puissant a un lien immédiat avec la magnificence de cette civilisation que nous admirons. Mais le point sur lequel je tiens à insister, c'est que quand on dit, parce que souvent en Afrique, la plupart des peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara disent dans leur tradition qu'ils viennent de la vallée du Nil. Ce n'est pas nécessairement de l'Égypte des pharaons, parce que la vallée du Nil commence au Burundi, il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu des phénomènes de migration importants du fait de l'époque récente, de l'histoire récente en Afrique, les razzias négrières, etc., la colonisation, bref, il y a eu un saccage important dans les temps récents en Afrique, et cela peut justifier du fait que dans nos traditions orales, pour ce qui peut rester de celle-là, eh bien, la plupart des peuples africains disent qu'ils viennent de la vallée du Nil. Bien sûr, un certain nombre de peuples ont une relation immédiate avec le pays des pharaons, mais la Nubie aussi avait la même tradition pharaonique, il faut le savoir. Et il faut toujours avoir en perspective qu'on parle d'un fleuve qui commence au Burundi. Donc tout ceci, depuis l'Afrique, le cœur de l'Afrique, jusque dans la Méditerranée, c'est la vallée du Nil. Voilà pourquoi on peut en parler avec autorité et dire naturellement que la plupart des peuples viennent de là, puisque c'est aussi dans ces lieux que l'humanité est apparue pour la première fois. Okay? Et naturellement, ce pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Congo, c'est le pays d'origine des anciens Égyptiens. Ils ont simplement remonté le cours du fleuve pour ensuite s'établir naturellement dans la vallée. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Okay. Voici une fresque importante que peut-être ici certains connaissent. C'est une fresque, un relief égyptien qu'on trouve dans le tombeau d'un grand pharaon, le pharaon Ramsès III. L'égyptologie appelle ce tableau le tableau des races. J'utilise cette terminologie parce qu'elle est admise dans ce cadre-là, mais naturellement, vous devez savoir que la notion de race est une notion parfaitement relative et que cela n'a pas d'opérationnalité dans la description des phénotypes humains. Mais on parle pour se faire comprendre. Ce qui est intéressant ici, c'est que le sujet égyptien, c'est-à-dire l'artiste égyptien, a représenté dans la tombe de son roi non seulement l'Égyptien vu par lui-même, c'est-à-dire son compatriote, mais les autres peuples que connaissaient les anciens Égyptiens. Donc ici, à l'extrême gauche, vous avez l'Égyptien vu par lui-même, il y a son nom qui est indiqué juste à côté, vous avez le type générique des Européens, vous avez les autres habitants de l'Afrique, et enfin le type, on va dire, sémitique. Les Phéniciens, les Assyriens, etc. Okay? Ce qui est intéressant ici, c'est que
L'artiste égyptien ne fait aucune distinction entre l'Égyptien, son concitoyen, et les autres habitants de l'Afrique. Hein? On voit les noms, je ne vais pas aller dans les détails, ce n'est pas nécessaire, mais à l'image, ceci doit déjà pouvoir vous interpeller. Okay? Et pourquoi je vous présente ceci? C'est parce que généralement, lorsque vous questionnez l'Égypte antique, vous vous intéressez aux documentaires qui en parlent, on va vous présenter des Égyptiens qui ont le type sémitique. Okay? On va vous dire que ça, ce sont des Égyptiens, on fait des films comme ça. Voilà. C'est des choses qu'on rencontre assez souvent, mais il faut savoir que de ce point de vue-là, il s'agit purement et simplement d'une démarche de falsification. Car ceci existe et les égyptologues le savent, mais ils font à dessein ce type d'amalgame pour maintenir une forme de chape de plomb sur la civilisation égyptienne et les relations qu'elle peut entretenir avec les peuples en Afrique noire, parce que la civilisation égyptienne a une place singulière dans la conquête de ce qu'on appelle la civilisation, parce qu'elle a réellement tout inventé, on peut le dire sans exagération. Donc les enjeux sont quand même importants, c'est la raison pour laquelle il subsiste de ce point de vue un discours un peu flou comme ça, qui n'est pas tout à fait tranché, mais il faut savoir que les éléments pour vraiment en parler avec autorité existent, et c'est pour cette raison que je vous présente ceci. Okay? Alors, naturellement, lorsqu'on parle donc des migrations, parce que nous allons parler quand même du Mali, l'empire du Mali, vous devez savoir qu'il y a eu donc des phénomènes importants de migration. Cette carte est écrite par le professeur Cheikh Anta Diop, elle vient d'une de ses œuvres, et j'ai simplement rappelé ici deux choses. Les Africains disent qu'ils viennent de la vallée du Nil d'après les récits traditionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu ni lu Cheikh Anta Diop pour le dire. Moi, par exemple, je viens d'un peuple au Cameroun qu'on appelle le peuple Bassa. Dans notre tradition, les anciens disent que nous venons d'un lieu qu'ils appellent Égypto. Et ils n'ont pas lu Cheikh Anta Diop pour cela. Donc ils se souviennent quand même qu'on vient de l'Est, de quelque part par là. Okay? Et c'est comme ça dans plusieurs régions. C'est-à-dire il y a les Bassa, les Bamileke, les Bamoun, les Fang ont le même récit. Et c'est important quand même de l'avoir à l'esprit. Ça, c'est une chose pour les récits. Et ensuite, il y a le phénomène de la langue. Et c'est sur ce point que je vais donc attirer votre attention, parce que c'est le point qui est généralement omis, mais c'est important de comprendre que les Égyptiens parlaient une langue. Et on va donc questionner cette langue aujourd'hui pour comprendre en fait quel est le lien que cette civilisation peut avoir avec l'Empire mandingue. Voilà. Alors, je vais citer une auteure française, franco-britannique, qui s'appelle Lilia Somberger. C'était une linguiste, elle a exercé dans les années 30, 1930. Elle a été présidente de la Société de linguistique de Paris. Elle fait partie des ressources qui ont inventé cette science qu'on appelle aujourd'hui la linguistique. Et dans une lettre, en 1928, qu'elle adresse au président du Conservatoire à Paris, voici ce qu'elle dit. Il y a quelques mois, j'ai eu l'insigne honneur de rendre compte à l'Académie des résultats de mes études des langues négro-africaines et de l'égyptien. J'ai conclu en ces termes. Les langues négro-africaines modernes dérivent de l'égyptien. Messieurs Meillet et Moret ont bien voulu prendre la parole pour m'encourager à poursuivre mon examen des faits communs. Il m'est possible aujourd'hui de confirmer et de préciser la chose. J'ai constaté en effet que les dialectes mandés du Soudan occidental, c'est-à-dire le Mali, la Guinée et le Sénégal, représentent un dialecte copte, peu modifié sinon au point de vue phonétique. Nul n'ayant jamais hésité à classer les langues de type mandé parmi les idiomes dits africains, et la parenté des langues négro-africaines étant pratiquement admise aujourd'hui, démontrer que le mandé n'est qu'un dialecte copte, c'est trancher d'une façon définitive la question de l'origine des parlers africains modernes. J'ai tenu à mettre l'Académie au courant de cette découverte. Cette note est fondamentale. Je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est que vous devez savoir ce que c'est que le copte. Qu'est-ce que c'est que le copte? Bon, aujourd'hui, si vous entendez parler de coptes, on va vous dire que les coptes sont les chrétiens d'Égypte, parce que c'est dans les temps récents que ce mot a pris cette signification. Le mot copte vient du grec Aegyptios, qui signifie égyptien, d'où le mot copte. Ce n'est qu'une francisation du terme Aegyptios, qui signifie égyptien. Ça, c'est pour le peuple. Mais le copte, c'est aussi une langue qu'on prétend aujourd'hui morte, parce que la liturgie copte, les chrétiens d'Égypte aujourd'hui ne savent plus comment parlaient leurs ancêtres. Quelquefois, ils utilisent un dialecte copte qu'on appelle le copte saïdique lors des liturgies, un peu comme on faisait au Moyen-Âge le latin pour faire comprendre la messe, mais ils ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit, parce que personne ne sait plus tout à fait parler et comprendre le copte. Mais, donc on prétend que c'est une langue morte. Sauf que Lilia Somberger nous dit que
des dialectes mandés, c'est-à-dire le bambara, le malinké, hein, le soussou, c'est du copte, c'est-à-dire que c'est la langue que parlaient les anciens Égyptiens, autrement dit les pharaons d'Égypte. Donc ce n'est pas une langue morte. Cela veut dire quoi, clairement? C'est-à-dire que si aujourd'hui un ancêtre pharaon débarque en Afrique et se balade dans les rues de Niamey ou de Bamako, il comprendra ce que ces populations sont en train de dire, parce que c'était la langue qu'ils parlaient. C'est ce que ça veut dire. J'espère que vous mesurez le propos. Alors, autre chose, Lilia Somberger va donc préciser son point une année plus tard. Elle dit, parce qu'elle a fait un mémoire sur cette constatation, elle dit: l'idée que toutes les langues négro-africaines seraient des formes de l'égyptien a paru révolutionnaire. Elle a été généralement accueillie avec scepticisme. On a dit que l'égyptien, écrit sans voyelle, ne permettait pas de vérifier l'exactitude des correspondances. Les raisons d'ordre technique invoquées dans les mémoires citées ne pouvaient convaincre que les linguistes exercés et habitués aux méthodes de la grammaire comparée. Abandonnant cette fois les études d'ensemble, nous limitons ici la comparaison au seul dialecte copte et mandé. Et elle précise donc: il suffit de rapprocher les faits pour se convaincre que le malinké et le bambara sont des dialectes coptes. Hein, c'est clair, c'est net et vraiment c'est clair. Si l'ordre des mots a changé, le vocabulaire et les morphèmes ont pu évoluer. Le vocabulaire et la morphologie du copte et du mandé se recouvrent. L'évolution phonétique à laquelle les mots mandés doivent leur prendre était amorcée en copte, ainsi que les modifications d'ordre syntaxique. Le mandé, qu'on cite volontiers comme un exemple typique de langue négro-africaine, apparaît avec évidence comme un représentant moderne du copte. Il reste à déterminer l'époque de la séparation et la voie par laquelle la langue a été transportée. Parce que Lilia Somberger pensait que le fait qu'on parle aujourd'hui au Mali, par exemple, le copte, c'est-à-dire le malinké ou le bambara, eh bien, était le fait d'Égyptiens qui avaient migré dans ces régions, quand en réalité le phénomène est beaucoup plus effectif en linguistique. Il s'agit en réalité d'un ancêtre commun qui a donné naissance à plusieurs branches, dont notamment le bambara, le malinké d'un côté, et puis le copte de l'autre. Hein, pour ne citer que ces langues, bien sûr, il y a plusieurs langues mondaines, il y a le litpi, le vaï, etc. Mais le loma, mais je n'irai pas dans ces détails. Si vous comprenez l'essentiel pour moi, le point essentiel sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est le rapport que le bambara, le malinké, pour ne citer que ces langues qui sont importantes du côté du Soudan occidental, eh bien, entretient avec le copte qui est le stade final de la langue parlée par les pharaons d'Égypte. C'est le point sur lequel moi je souhaite porter votre attention. Donc, maintenant, bien sûr, le pays de Sundiata, c'est le mandé ou le manding. Le mot mandé ou mandin, c'est une composition de deux termes, ma ou man, qui désigne le lamentin, et den, qui veut dire l'enfant. Donc, littéralement, mandé ou mandin signifie l'enfant du lamentin. D'accord? Alors, moi je soupçonne, je n'en ai pas la preuve, je poserai la question aux initiés, aux savants mandins, mais je soupçonne que le mot, l'animal choisi vient peut-être de la forme de l'empire du Mali, qui est décrite ici en jaune. Et naturellement, vous devez savoir que quand on parle du Mali aujourd'hui, le Mali ne rencontre pas les frontières. Le Mali moderne ne rencontre pas les frontières de l'Empire. L'Empire était beaucoup plus vaste, parce que vous voyez qu'il commence en Gambie, il rentre jusqu'au Niger. Alors que le Mali d'aujourd'hui, vous voyez, hein, c'est un peu un découpage colonial. Mais c'est important de savoir que quand même, cette région, bien sûr, a beaucoup à voir avec l'histoire que nous allons parcourir aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour l'information. Que veut dire mandé? Les enfants du lamentin. Je soupçonne que lamentin, pourquoi? À cause de la forme du pays, hein, tout simplement. Mais peut-être qu'il y a d'autres significations ou d'autres raisons. Ceci reste à préciser, bien entendu. La chose sur laquelle moi je souhaite évidemment apporter votre attention, c'est le bassin, la vallée du Djoliba, ou du Lissabir, ou du Niger. Okay? La boucle du Niger. C'est ce fleuve qui donne en fait naissance à cette civilisation. Parce que les Africains, bien sûr, comme la plupart d'eux, font des civilisations au bord des fleuves. C'est la raison pour laquelle à Paris, vous avez la Seine, à Rome, vous avez le Tibre. Enfin, toutes les grandes villes, à Londres, c'est la même chose, il y a un grand fleuve. Bref, toutes les cités importantes sont toujours dans les environs d'un fleuve, parce que c'est le fleuve qui assure la pitance des hommes qui sont sédentaires. Hein. Donc, nous allons parler un peu de cette boucle qui est importante et qui est en fait
le motif pour lequel nos ancêtres se sont installés dans ces régions. Parce que le fleuve y est pour l'essentiel. Ensuite viennent d'autres raisons. Mais le fleuve, c'est lui qui apporte bien sûr la fertilité et l'inondation, la crue annuelle du fleuve garantit un rythme de vie saisonnier et abondant. C'est ça. C'est un fleuve très important. En Afrique, c'est le troisième fleuve le plus important, le Niger. Après le Nil, le fleuve Congo, c'est le fleuve Niger. Donc c'est un fleuve très important. Et vous devez quand même avoir en perspective les dimensions du continent africain lorsque je parle de ceci. Parce que voir une carte comme ceci, ça ne vous dit rien. Donc vous devez imaginer que c'est quelque chose d'immense. Parce que les territoires parcourus par ce fleuve sont immenses. Okay? On n'a pas souvent la perspective, la grandeur de ce continent lorsqu'on fait la géographie, parce que les dimensions ne sont pas respectées, mais c'est quelque chose d'extrêmement important quand même en termes de dimension. Voilà. Donc, la boue du Niger, c'est le lieu donc, où va s'établir cette civilisation qui, d'après les populations même qui y vivent, notamment les Soninké, ils disent clairement qu'ils viennent d'Égypte. Les Soninké disent qu'ils viennent d'une ville en Égypte qui s'appelle Assouan. Les Grecs vont l'appeler Sienne. Ils le disent. Soninké signifie les gens de Sona. Donc, ce n'est pas une démarche, j'allais dire idéologique, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est dans le dire traditionnel des peuples mêmes, d'accord, que ce rapport est fait. Et naturellement, ils se sont installés dans ces régions puisque l'Égypte s'est cachée. Eh bien, les populations ont migré, bien entendu. Voilà. Donc, je vais amener maintenant votre attention sur des éléments simples. Je ne vais pas insister sur la technique aujourd'hui, car ce n'est pas nécessaire pour comprendre, mais nous devons quand même parler des hiéroglyphes, des écritures sacrées de nos ancêtres, pour comprendre ce qu'ils disent. Et je vais vous apporter la preuve de cette migration à travers deux graphies simples, qui sont ce qu'on appelle des homographes. Qu'est-ce que c'est que des homographes? Les homographes, ce sont des graphies, c'est-à-dire des groupes idéographiques qui présentent les mêmes signes mais qui ont des sens différents. Le sens différent, pour ceux qui savent un peu de quoi je vais parler, est amené par ce qu'on appelle le déterminatif. À gauche, le déterminatif, c'est le signe qui termine le groupe. C'est ça qu'on appelle un déterminatif. C'est un rouleau de papyrus scellé qui rend compte des notions abstraites. Et cette graphie signifie totaliser, finir, achever, être complet. Ici, vous avez le nom authentique de l'Égypte. Le déterminatif change. Ça devient le déterminatif des lieux agglomérés. Donc, on sait que c'est le pays. Mais les signes qui précèdent sont toujours les mêmes. Donc, ce sont des homographes. Et vous devez savoir que les homographes dans le système hiéroglyphique rendent toujours compte d'une homophonie. Ça veut dire que le mot va se prononcer de la même façon. Autrement dit, si je sais dire dans les langues africaines finir, achever, être complet, je sais du même coup dire comment s'appelle effectivement ce pays. C'est le même mot que je vais prononcer dans les langues africaines. C'est une technique qu'on développe dans le cadre de la méthode Kuma qui permet vraiment de comprendre la pensée symbolique de nos ancêtres. Donc, cette graphie a des correspondants dans les langues africaines. Je prends l'exemple du Kikongo. En Kikongo, on dit Nkama pour dire tout, complet. C'est aussi le terme de la centaine. En Soninké, on dit Nyama ou Nyame pour dire finir, épuiser, achever. C'est le même mot parce qu'ici on observe ce qu'on appelle en linguistique des mutations phonétiques. Donc le K du Kikongo s'est réalisé en G ou en NG. Hein? Le K devient Nya. Hein? Kama, Nyama, sachez-le, je sais qu'on n'est pas tous linguistes, je ne veux pas vous imposer de lettres, mais c'est le même mot. Hein? Vous pouvez me croire sur parole. C'est le même mot. D'accord? J'espère que vous n'avez pas les difficultés de cet ordre parce que ça risque de vous bloquer. C'est évident, mais si je le dis, c'est parce que je suis certain du fait et je sais qu'en faisant vos recherches ce soir, eh bien, vous allez arriver aux mêmes conclusions. Donc, en Kikongo, on dit Kama, tout complet, le chiffre 100, d'ailleurs, même en Bambara, c'est Keme, c'est 100. Okay? En Soninké, c'est la même chose. Mais en Soninké, on dit Nyama, ou Nyame, pour dire finir, épuiser, achever. Ça veut dire que les langues africaines vérifient le sens de cette graphie. Cette graphie-ci, en copte, se dit Keme. Et on traduit en Égypte, en français aujourd'hui par Égypte. Mais Keme, c'est le chiffre 100 dans les langues du Mandé, d'accord? Et en Maoka, qui est le Malinké parlé en Côte d'Ivoire, on dit Djama ou Yama pour dire le pays. Ça, c'est le nom authentique de cette civilisation. On ne dit pas, même si ça vous plaît beaucoup, Kemet, ça n'existe pas, c'est une convention en égyptologie. Ce pays s'appelle simplement le pays, comme les Africains le font encore aujourd'hui. Djama ou Yama en Malinké, notamment en Maoka, le Malinké parle en Côte d'Ivoire. C'est le nom de ce pays, ok, qui signifie, si on veut faire un peu de philologie, en clair, le pays noir. Je n'irai pas dans ces
détail, ce n'est pas essentiel pour aujourd'hui. Mais c'est le même mot. Si vous êtes attentif, en Soninké, je dis Nyama, en Maoka, je dis Yama. C'est le pays. Hein, c'est le même mot. Voilà pourquoi je sais que ici j'ai une lecture effective et que ce n'est pas le hasard. D'accord? Ça, c'est une façon de vérifier. Alors, pourquoi je vous amène sur ce terrain? Parce que la chose est encore plus vraiment, je n'insisterai pas, mais comprenez que c'est un boulevard. C'est quelque chose d'extrêmement important. En Soninké, par exemple, qui est une langue mondaine, on dit Nyama ou Nyame pour dire finir, épuiser, achever. C'est le terme que je viens de montrer en hiéroglyphe. On dit Nyeme, qui est une mutation phonétique, pour dire être fini, terminé. On dit Nyamana, celui qui finit, celui qui termine. Mais les Dogons disent Amana, pour dire Dieu. Chez les Akans, on dit Nyame, pour dire Dieu. C'est ce Dieu que certains appellent Amon, c'est son nom. D'accord? Parce que vous devez savoir que le nom de cette civilisation a un lien étroit, intime, avec le nom de cette divinité qui est le grand Dieu de toute l'Afrique. Parce qu'ailleurs, on va l'appeler Nyambé, Zambi. C'est toujours le même. Ce sont des mutations phonétiques. En Kinyarwanda, au Rwanda, on dit Imana. Hein? C'est une mutation. Les Dogons disent Ama ou Amana, c'est le même mot. Les Soninké disent Djamane pour dire le pays. C'est une mutation de Nyamana. Mutation phonétique. Et ils le savent très bien. Voilà pourquoi on utilise ces formes pour rendre compte du nom de ce pays. C'est comme ça que ce pays s'appelait. Je sais qu'on est tous attachés souvent à la forme Kemet, parce que l'égyptologie nous l'a enseigné. Le COP dit effectivement Kémé ou Kamé, mais les mutations phonétiques en Afrique, par exemple en Zossa, on va dire Nyama, on va dire noir, d'accord? Parce que c'est le terme de ce pays. Bon, je n'insisterai pas davantage, c'est simplement pour attirer l'attention sur certains faits qui peuvent avoir une importance. Donc, bien sûr, on peut le savoir aussi lorsqu'on peut écrire le nom de ce pays de cette façon, parce qu'ici le pays est divinisé. Ça veut dire que c'est le nom du Dieu. Ici, c'est ce qu'on appelle le sémantème de la divinité, qui dit que c'est un Dieu. Pourquoi c'est un Dieu? Parce que l'Égypte a été conçue comme le corps d'Osiris lui-même. C'était le corps de Dieu. Ok? Voilà pourquoi on sait que le nom du Dieu, c'est le nom du pays. Quand je dis Djama ou Yama, hein, c'est les termes qui se rapportent au nom de Dieu dans les langues africaines. Parce que chez les Akans, pour ne citer que les Akans en Côte d'Ivoire et au Ghana, on dit Nyame, c'est le nom de Dieu. Ok, donc j'espère que c'est clair, j'avance. Le point sur lequel moi je voulais vous dire, vous amener, c'est que vous devez savoir qu'il y a une migration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Niamey, c'est la capitale du Niger. C'est le nom de l'Égypte même. Et je le vérifie d'après les graphies égyptiennes elles-mêmes. D'accord? Donc j'espère que vous voyez les liens. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre d'image. Ouais. Mais ne soyez pas effrayés. C'est tout à fait normal qu'on arrive à ce genre de conclusion quand on comprend de quoi il s'agit. Niamey, c'est le mot. Soninké pour dire finir, être épuisé. Et c'est le terme, c'est un homographe pour le nom du pays. Voilà pourquoi ça devient la capitale du Niger. Parce que les ancêtres migrants ont utilisé le même nom pour nommer ce pays, ce territoire qui va devenir la capitale de l'actuel Niger. D'accord? Donc ce n'est pas un hasard. Ça montre bien qu'il y a une correspondance intime et efficace pour comprendre l'origine de ces populations. J'espère que ce que je dis a du sens pour vous et que c'est clair. Donc, qui est Soundiata? Car c'est quand même le sujet du jour. N'est-ce pas? Keita est le nom de la famille impériale du Mali. Soundiata Keita était un petit garçon chétif, malingre, sans force, paralysé des membres inférieurs, auquel on ne prêtait guère attention. Sinon pour s'en moquer, à la grande tristesse de sa mère qui s'appelait Sogolon, Condé, Sogolon, Koné, etc. Sogolon. Un jour, qu'on lui offre un lourd bâton de commandement qu'il ne va pas pouvoir porter, il s'appuie sur ce bâton, se redresse et marche. Sa mère, éperdue de joie, improvise un chant. Sortez, sortez femmes, Soundiata a marché. Sortez, sortez femmes du Mandin, Soundiata a marché. Sortez, sortez prêtresse, Soundiata a marché. Prêtresse qu'il savait, Soundiata a marché. Ok? C'est ce que chante depuis des lustres, des siècles, les djélis du Mandé, à la gloire de ce grand prince qui a unifié ce beau et grand pays qu'on appelle aujourd'hui le Mandé, ou en tout cas le Mali, mais pour simplifier, car le Mali, bien sûr, je l'ai dit, n'a pas tout à fait les frontières décrites par l'Empire de ce grand personnage. Maintenant, il s'agit pour nous de savoir si c'est un personnage historique ou pas, parce que ça, c'est autre chose. Alors, la première chose, voici le nom Keita. C'est le nom des pharaons de la 9e et de la 10e dynastie. C'est ça. Ici, c'est écrit fils du soleil, Keita. Ça se dit, les Égyptologues vont lire Keti, parce que c'est comme ça qu'ils comprennent la chose. Mais je vais vous dire pourquoi ça se dit Keita. Okay? Donc, ce n'est pas un nom nouveau. Si c'est la famille impériale du Mali, c'est parce qu'ils ont été pharaons en Égypte pendant la 9e. Alors, cette
9e et la 10e dynastie étaient en opposition avec les princes de Thèbes. Et la 11e dynastie va voir arriver au pouvoir les princes de Thèbes qui vont réunifier le pays. D'accord? Dans les Kétas, ils sont égyptiens, bien entendu, mais il faut comprendre qu'il y avait à cette époque, disons, des troupes dans le pays, je vais dire ça comme ça simplement. Et ils ont régné, ce sont des dynasties très importantes. Le nom qui revient, c'est souvent Kéta, on va dire Kéti, mais vous avez des Néferkaré, les Néferkaré, bon ça c'est ce que les égyptologues disent, hein. C'est la façon d'appeler les choses, mais il ne faut pas s'attacher à ce genre de mots car ce sont des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Alors, je présente la chose comme ça parce que je souhaite que vous puissiez, dans vos recherches, trouver ce fameux Kéti. Mais ça ne se dit pas Kéti, je le dis, croyez-moi, ça se dit Kéta. Lui, le premier qui va prendre ce nom, c'est le fondateur de la 9e dynastie vers 2000, vers moins 2160. Donc c'est un vieux nom, c'est vieux, c'est extrêmement ancien. À une époque où, je veux dire, nous sommes les seuls à faire la civilisation sur Terre. Et même le dire, c'est pas pour me moquer ni quoi, ce n'est même pas un titre de gloire, c'est parce que l'homme est né en Afrique et c'est normal. D'accord? Mais il faut savoir qu'à cette époque, la Grèce n'existe pas, elle n'est même pas en projet. Je veux dire, elle n'existe pas. Il faut bien les savoir. Et on est déjà dans des descriptions très importantes. Très importantes. Et c'est le nom que va prendre donc ce prince du Mandé plus tard, parce que c'est sa famille qui va immigrer vers le Mandé, vous allez comprendre. Sauf que, naturellement, dans la description égyptologique, c'est une dynastie qui a une ville, qui est née dans une ville. Cette ville, les Grecs vont l'appeler Héracléopolis, du nom d'Héraclès. Héraclès, c'est Hercule. Hein? Ouais. Vous allez voir le lien avec Sundiata, parce que quand on parle d'Héraclès, souvent vous voyez Hercule, vous imaginez un grec. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est une image de Sundiata qui va être réactualisée par les génies des siècles plus tard. Donc pour l'instant, mettons-nous à ce que vous allez lire dans les ouvrages égyptologiques. Dynastie héracléopolitaine. Donc la ville, je vais en parler abondamment car c'est la ville d'origine de Kéta, en Égypte même. Elle se situe en Haute-Égypte. Bon, alors, pour préciser le point, sans insister, car ça, ce sont des hiéroglyphes, vous devez savoir que cette graphie qui donne le nom Ket, qui va donc, parce qu'on rajoute, alors je vais quand même vous dire deux choses, hein, du point de vue de la culture, parce que vous devez quand même comprendre comment ça marche. Ces deux signes, ce sont des roseaux fleuris qui interviennent dans ce cadre pour des questions d'ordre phonétique. Le nom même est tenu par ce signe qui représente quoi? Qui représente le ventre d'une vache avec les pieds et la queue. C'est ce que l'ancêtre a dessiné ici. Bon. Donc, il a comme valeur phonétique, on va dire ça comme ça, le mot Ket. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve en copte. Ce groupe-ci, en copte, bon, dans le système hiéroglyphique, signifie ventre. Okay? En copte, ça se dit Ket. Ce que vous voyez ici, ça se dit Ket, ventre, estomac, sein. Mais il y a eu un transfert de sens. Parce que dans les langues africaines, c'est le mot pour dire le sexe de la femme. La femme, le féminin. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre. En fait, on a distingué le fait de cette manière-là, d'autant plus qu'il s'agit du ventre de la vache, qui est l'image d'Isis dans le ciel. Donc, ceci suppose d'avoir quelques notions quand même, pour ce qui concerne la description des catégories en Égypte. Je ne vais pas insister sur ces éléments, ce n'est pas essentiel pour comprendre. Si vous comprenez que le mot Ket en copte, pour dire ventre, estomac ou sein, c'est le nom de la femme dans les langues dites bantou, vous avez compris mon point. En Bendé, au Congo, on dit Mouketou. Le mou, c'est ce qu'on appelle un préfixe de classe. Sexe femme, femelle, fille. Au Congo, Keto, Ketou, Ketou, etc. Ce sont des formes régulières. Ceux qui parlent ces langues le savent, je ne vais pas insister. Mais voilà pourquoi le copte utilise cette forme qui paraît en copte ici. Ça montre que le copte est une langue africaine. J'espère que, bon, je ne vais plus à chaque fois le répéter parce que j'espère que c'est acquis. Et qu'en fait, on est dans le même domaine genre lexical, on va dire comme ça. Et c'est cette structure-ci, Ket, qui est retenue. Et quand il rajoute ici, comme vous voyez, c'est pour dire le ta, hein, Keta. Parce que ça, c'est comment dire, c'est retranscrit Y dans le système égyptologique. Mais le Y, c'est une consonne, oui, une voyelle, pardon, mais qui peut aussi rendre compte du ta, du A. Parce que ça, c'est une convention en égyptologie. Donc, cette graphie se lit Keta. Okay? En vertu de ce que je tente de déclarer, je pourrais y revenir, bien sûr. Pourquoi je n'insiste pas? Parce que c'est un peu technique, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est pas ce qu'il y a de passionnant. Okay. Donc, voici la graphie qui est dans ce qu'on appelle un cartouche. Donc, le nom de pharaon, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier plus tard, bien sûr, mais c'est le nom des Kéta. Bon, j'avance. Alors, la ville que les Grecs ont donc appelée Héracléopolis, c'est-à-dire la ville d'Héraclès, c'est-à-dire Hercule, voici son nom en égyptien pharaonique. Ok? Donc c'est translittéré, c'est-à-dire
Qu'est-ce que c'est que la translittération? La translittération, c'est lorsqu'on attribue des valeurs alphabétiques à des signes gravés. Donc c'est translittérer Nenen Sout. C'est comme ça que les égyptologues vont le lire. Donc ils vont vocaliser de manière conventionnelle Kenen Sou. C'est comme ça qu'ils vont le lire. Traduction, la ville de l'enfant royal. C'est ce que ça veut dire, la ville de l'enfant royal. Le Sout là, ça veut dire le roi. Mais on peut aussi dire la ville de l'enfant roi. Et vous allez voir qu'il y a un rapport étroit, bien sûr. Sundata, c'est l'enfant lion. Donc il y a un rapport avec même la personne de Sundata parce que c'est un héros enfant. Ok? Enfin, je vais le décrire bien clairement, mais tout vient de là. Vous devez comprendre qu'il y a un rapport ici qui va ensuite déboucher sur des personnages beaucoup plus importants. Donc le nom grec, enregistré par les Grecs, parce que les Grecs vont trouver dans cette ville une divinité qui a un rapport avec leur Héraclès, mais en fait c'est le même. Parce que quand vous lisez dans les ouvrages d'égyptologie, on vous dit que les Grecs sont arrivés dans cette ville, ils ont vu qu'il y avait là une divinité qui ressemblait à leur Héraclès. Non, c'est pas ça. C'est que c'est le même, et puis ils ont compris que c'est le même, et que c'est l'origine là, et puis eux c'est la copie. Parce qu'il n'y a pas de. On peut comprendre la chose. Il faut bien le savoir. Sauf qu'on peine parfois à se dire, parce que Hercule quand même occupe une place importante dans l'imaginaire gréco-latin. Je veux dire, il n'y a pas une année où vous ne voyez pas des séries, des films. Quand on vous explique que c'est Sundata Keita, vous posez quand même des questions. Donc c'est normal que ça puisse déranger, mais il faut savoir dire la vérité quand on la rencontre. Parce que voilà, ça permet de rencontrer, de se rencontrer, de dire des choses intéressantes les uns vers les autres. Bref, donc, le sens c'est la ville de l'enfant royal, de l'enfant roi. Voilà. Alors, nous avons une chance inouïe, c'est que le copte a enregistré le nom de cette ville, le nom authentique. Les Assyriens, les Hébreux, l'arabe aussi. Donc, en copte, cette ville qui est translittérée Nenensou et vocalisée Kenensou, en fait, se lit Kenes. C'est comme ça, c'est le nom enregistré par les coptes, Kenes. Les Assyriens, dans leurs archives, appellent cette ville Kinimsi. Kinimsi. Les Hébreux, dans la Bible appelle cette ville Anas. Bon, c'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Je sais que, je le répète, nous ne sommes pas tous linguistes. Vous pouvez voir des différences parce que ça sonne différemment. Mais sachez que ce sont des phénomènes qui s'expliquent aisément par le fait, ce qu'on appelle des mutations phonétiques qui sont régulières. Dans ce cadre-ci, c'est le même mot qui mute en fait. Et les Arabes disent donc Anas el Medina. C'est comme ça qu'ils appellent aujourd'hui cette ville. Donc je reprends. Vous avez donc le hiéroglyphe avec les translittérations proposées par l'égyptologue. Vous avez la vraie vie proposée par le copte, Kenes, c'est comme ça que ça se lit. Les Assyriens, Kinimsi, les Hébreux, Anas, les Arabes, Anas el Medina, ou Anas tout court, c'est le nom de cette ville aujourd'hui. Bon. Ce que vous devez savoir, parce que c'est là où on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est que le nom que les coptes appellent Kenes, c'est Kanissi. C'est un nom mandin. Et c'est pas n'importe quel nom mandin. Kanissi, c'est l'une des grandes familles entrant dans le Djouma de Keita. Ok? Qu'est-ce que c'est que le Djouma de Keita? Est-ce qu'il y a des mandingues ici? Oui, c'est ça. Expliquez-nous ce que c'est que le Djouma, ce sera mieux parce que là. Qu'est-ce que c'est que le Djouma? Quand on dit le Djouma, c'est quoi? Vous savez pas? C'est quel genre de mandingue ça? C'est le nom du clan. Quand on dit le Djouma, c'est le nom du clan, le nom de famille, mais pas le nom de famille genre je m'appelle Pierre-Paul Jacques. Non, c'est le nom du clan, parce qu'il y a des Djouma. D'ailleurs, je vais même être plus précis. Pour introniser dans le mandé ce qu'on appelle les Djamanatiki, c'est-à-dire les chefs du pays qui peuvent être empereurs, chefs d'État, dans le mandé, ça prenait 3 familles pour qu'ils soient légitimes. Les Tunkara, les Kamara et les Kanissi. C'est eux qui intronisaient le roi. Ok? Et ça, c'est le nom de cette ville-là, la ville de Keita, en Égypte, Kanissi, parce que c'est le nom de famille, en fait, donc le clan, bien sûr, donne le nom à la ville, c'est normal. Ok? Voilà pourquoi on retrouve ce nom, non seulement dans la Bible, mais c'est Kanissi, c'est un nom mandin, et c'est pas n'importe quel nom, ce sont des Keita. Ok? Donc vous devez comprendre qu'il y a ici une relation immédiate, bien sûr, avec tout ce que je tente de clarifier depuis tout à l'heure. Bon, j'espère que c'est clair. La ville ici, bon, vous ne voyez pas très bien, désolé, parce que c'est une carte, je sais que c'est un peu loin, mais elle se situe là, hein, en moyenne Égypte, mais généralement cette région est considérée comme la Haute-Égypte. Hein? Donc ça existe dans la vraie vie. Donc si jamais il y a des mandingues ici qui un jour souhaitent aller en Égypte, qu'ils aillent là. Ils seront sur la terre de leurs ancêtres. Ça c'est
c'est clair. Okay? Donc, tout l'intérêt de s'intéresser aussi à ce genre de voyage. Ce ne sont pas des voyages touristiques, au sens où on irait là, comme ça, pour voir des non. Il faut savoir que nous sommes ici en pèlerinage dans des lieux où ont vécu nos ancêtres. Donc, c'est important d'avoir cette démarche et de comprendre ce que nous faisons lorsque nous questionnons la vallée du Nil. Il faut actualiser ce savoir pour rendre, enfin, non seulement pérennes la tradition qui persiste, mais lui donner de la vie. Parce que vous devez savoir ce que c'est que la civilisation égyptienne. Elle a fait des choses extraordinaires. Sauf qu'aujourd'hui, quand on se balade dans les rues en Afrique, bien sûr, la colonisation, ce genre de choses, a un peu dérangé les esprits. Donc, on n'a pas l'impression que nous sommes ici en train de décrire une civilisation fort importante qui est à l'origine d'un ensemble considérable de choses. Mais la langue ne trahit pas. C'est-à-dire que dans la langue, quand vous parlez bambara, la philosophie de bambara ne rend pas compte de l'état de ce peuple aujourd'hui. Les Dogons, c'est la même chose. Ce que savent les Dogons montre qu'ils étaient très avancés dans le temps. Parce que ça prend donc des atouts. Ça prend des connaissances remarquables pour pouvoir décrire ce que les Dogons savent. Donc ils ont été grands, c'est sûr. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit les Dogons, on peut se dire, ouais, bon, comment croire qu'ils étaient donc ceux-là qui ont fait l'astronomie, les pyramides. Non, il faut parler des langues. La langue permet vraiment d'actualiser cela. C'est pour ça qu'il faut faire ces liens. Il faut faire ces liens. Il faut donc avoir un intérêt premier vers ces régions qui sont pour nous bien fondamentales. Donc, c'est Kanissi, c'est le nom de cette ville. Hein. Le Coptic Kenes, c'est une mutation phonétique. Et je le répète, c'est l'une des grandes familles entrant dans le Djouma des Keta. Ce sont des Keta en fait. Parce qu'on ne dit pas toujours Keta pour nommer cette famille royale. Okay? Elle peut avoir plusieurs noms, il y a des alliances qui se font. Kanissi, ce sont des Keta. Et le savent. Donc, je vais donc dire deux mots sur Héraclès, parce que c'est Héraclès, c'est ce fameux Sundiata Keita réactualisé, enfin, ou en tout cas, vous comprenez le lien. Mais je vais, sans insister, parce que je sais que le temps file. La première chose, c'est que lorsqu'on représente Héraclès, on le représente avec, il porte ce qu'on appelle une hybride, une peau de lion. Parce qu'il incarne le lion. Pourquoi? À cause du nom même Jata, que porte donc ce grand roi qui, pour avoir fondé l'Empire d'Angleterre. Ça, c'est Héraclès, décrit par les Grecs eux-mêmes, et on lui donne une apparence de lion. Parce que il y a un rapport immédiat. Voilà pourquoi les Grecs ont appelé cette ville Héracléopolis, la ville d'Héraclès. Parce que, naturellement, le lion, il tenait une place essentielle, tout comme dans le Mandé. C'est la même chose. Et les noms du lion, donc dans le Mandé, Yara, 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 Jara, Jata, Jara, etc. Donc quand on dit Jata, bien sûr, Jata le lion, c'est son Jata lui-même. Okay? Ça, c'est un lien. C'est une première chose. J'espère que c'est clair. J'avance. Naturellement, il est aussi associé à l'enfant. On parle toujours de l'enfant lion. Bien qu'étant empereur, Sundiata, l'essentiel de sa vie est décrite lorsqu'il est enfant. Parce que ceci vient du nom même de cette ville. Ça, c'est le thème de l'enfance en égyptien pharaonique. Donc, bien sûr, ils ont utilisé comme ça des liens pour décrire la philosophie qui était dans cette ville. Parce que vous devez savoir que l'Égypte était une confédération